think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Fenêtre sur Diorama. Et oui, j'avais prévu une diffusion à la fin du mois et finalement je fais une diffusion comme d'habitude, c'est-à-dire au milieu du mois. Tout simplement parce que ce week-end a lieu la Made in Asia avec près de 80 décors annoncés. C'est juste monumental, donc si je veux parler du maximum de décors sans que ça soit soporifique pour l'émission et frustrant pour les décorateurs comme pour vous par rapport à la Made in Asia, en fait je vais faire une émission spécifique Made in Asia que je diffuserai dès que je pourrai. Donc je vais faire là l'émission traditionnelle mensuelle avec les rubriques habituelles, le diorameur du mois, on enchaînera avec le point convention, une partie bibliothèque. On continuera avec le diorama du mois qui lui aura une petite surprise. On enchaînera ensuite avec l'astuce et on terminera par l'initiative. Calez-vous bien dans vos fauteuils, trêve de blabla, c'est parti. Le diorameur du mois nous emmène du côté de la Belgique et du Krusty Kroo et des amis de ma déesse. Certains vont me dire, mais t'as déjà présenté Shagma. Eh non, le Krusty Kroo a également un deuxième belge. Oui, je vous assure, il y en a, ils sont plusieurs. Prévenez les gens, ils sont plusieurs. Bref, non, trêve de plaisanterie, il y a Gladiateur. Je suis certain que c'est quelqu'un qui aime les films où les hommes se mettent de l'huile, mais bon, ça c'est un autre problème. Gladiateur est un décorateur que j'aime beaucoup, déjà c'est un ami, donc c'est pas pour rien que j'en parle parce que je connais très bien sa manière de travailler. Il a commencé dans le monde du diorama en n'ayant pas forcément beaucoup de connaissances, comme tout le monde à peu près, et il s'est lancé et surtout il ne se restreint pas. Ce qui fait qu'il a pu progresser énormément et il a, à travers son travail, à travers toutes les licences qu'il a abordées, il a fait du Senseiya, du Dragon Ball, du Berserk, du Fate Stay Night, de l'attaque des Titans, bref, il en a fait énormément. Et c'est quelqu'un qui ne se restreint vraiment pas dans les techniques. Il ne sait pas forcément comment ça marche, il va essayer de trouver l'information sur internet et surtout, il va tester, il va faire. Et encore plus, quand il va faire les choses, il va demander aux gens du Krusty Kroo ou à d'autres s'ils peuvent lui donner non pas des conseils mais un avis, un recul en fait. Ils vont lui permettre d'avoir du recul. Et ça c'est vachement important. Gladiateur a cette méthode de travail qui fait que vous devrez, à mon sens, en tout cas, tous ceux qui veulent se lancer dans le diorama, refaire la même chose. C'est quelqu'un qui va te demander des conseils pour pouvoir progresser, avoir un œil nouveau. Avoir du recul sur un diorama, c'est forcément pouvoir le faire progresser pendant la création. Alors je sais, souvent on a envie de la nouveauté, de surprendre, d'être original et de montrer les choses au dernier moment. Mais des fois il y a des choses qui ne marchent pas ou qui ne marchent pas aussi bien que ça pourrait être, ou des idées auxquelles on n'a tout simplement pas pensé. Et le fait d'avoir quelqu'un à côté qui va pouvoir vous conseiller, c'est quand même vachement important. Pour revenir à Gladiateur, si on doit résumer un peu son travail, on va dire un adjectif qui me semble un peu logique quand on pense à lui, c'est énorme. C'est la taille de ses décors. S'il a commencé avec des effets des dioramas à des tailles assez réduites, assez simples, on va dire, d'exposition, donc pour lui, il est très vite passé à quelque chose d'extrêmement important. Déjà, c'est quelqu'un qu'on peut retrouver, que ce soit dans les Amis de ma déesse ou avec le Krusty Kroo, sur plusieurs conventions. Il a fait la Japan Expo, il a fait la FACT, il a fait la Made in Asia, que sais-je encore. Bref, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'expositions. Et donc, il fait des dioramas spécifiques pour ces expositions. Et petit à petit, sa technique s'est amélioré et s'est enrichi. Il a commencé à faire des décors avec des fonds qu'il avait imprimés, puis après il les a peints, ensuite la taille des décors ont commencé à être plus importante, il a fait un diorama Berserk avec une perspective forcée. Bref, c'est quelqu'un qui s'est amélioré, qui a cherché jusqu'à arriver à des décors gigantesques. On se souvient notamment de son décor de l'attaque des Titans pour Good Smile Company, où outre la forêt, tant qu'à faire autant faire une forêt, il avait fait donc le sol et des arbres, il avait fait le Titan féminin, un custom juste monumental qui faisait au moins 1m20 voire 1m50 de haut, enfin c'était un truc gigantesque. Et donc voilà, il a commencé comme ça et il a enchaîné ensuite avec des décors pour le musée du Dog de One Piece, notamment à Enies Lobbies où il y a un énorme travail de couleur. Regardez vraiment le travail de couleur, il est vraiment magnifique. Au niveau sculpture, quand on le regarde comme ça, on dit que c'est un beau travail, que c'est bien fait, c'est léché, mais regardez un petit peu plus. Il y a certains matériaux
matériaux différents comme des grillages, etc. Il y a tout l'effet d'eau aussi qui a demandé un certain travail. Et il a repris une technique qu'a fait notamment fait Jérôme et reprise également par It, qui est, vous savez, d'imprimer des personnages qui ne sont pas dispo en figurine pour les intégrer directement dans le décor. Résultat, ça crée une ambiance, une émotion, et ça reste l'idée principale d'un diorama, recréer quelque chose sur la personne qu'il voit, encore plus en convention. Donc il a commencé comme ça, il a ensuite fait une arche de Noé qui est juste gigantesque dans One Piece, sachant un petit peu comment il travaille, il est toujours à la bourre, il fait tout au dernier moment, mais il y arrive toujours et il y arrive très bien. Et il a énormément galéré au niveau de la coque du bateau à faire cet arrondi, que les planches tiennent, d'avoir ce rendu-là. Et finalement, il y est arrivé, ça a pris beaucoup de temps. Il a commencé, on avait notamment parlé, je me souviens parce qu'on en avait parlé à l'époque, lui et moi, sur des éléments pour faire comme la charpenterie de marine. Donc vous voyez, il pousse assez loin dans ses recherches. Et puis, comment ne pas parler de ce fameux bateau de One Piece, le Vogue Mary qu'il a fait pour le doc, qu'il a présenté à la Médinasia il y a 1 ou 2 ans et qui était juste énorme. On se souvient de l'émotion du doc en revoyant, en découvrant ce décor. Il avait fait donc tout l'extérieur avec la proue qui était juste magnifique, les voiles, toute la coque du bateau, la mer, etc. Et il avait également fait l'intérieur. Il y avait les mandariniers aussi, bref, beaucoup de détails, d'un super travail avec beaucoup de matériaux, des textures, etc. Et c'est quelqu'un, voilà. Gladiateur ne se met pas de moufle, il fait les choses, il y va, et s'il ne sait pas faire, c'est pas grave, il tente et il apprend. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais aussi vous le montrer. Il a cette démarche-là qui mérite vraiment d'être reprise par tous, parce que c'est extrêmement sincère de sa part. Et ça, c'est super. Et d'ailleurs aussi, il faut savoir que sur certains de ses décors, il a finalisé certains dioramas avec son fils, qui a beaucoup de talent. Donc si tu pouvais lui mettre 2-3 coups de pied au cul, Glad, pour qu'il puisse continuer à en faire, parce que vraiment il était doué, ton fils. Bref, Gladiateur, membre du Krusty Crew, suivez-le, super diorameur. On continue avec le point convention. Vu que la Médinasia va avoir son émission spéciale, je vais faire quelque chose d'assez simple là-dessus, puisqu'il y a eu des petites conventions à droite et à gauche, mais il faut en parler. On va commencer avec une convention qui a eu lieu à Épinal, la CNU 6, où vous aviez l'atelier du sanctuaire d'Athénodoros, dont je vous ai parlé le mois dernier. Là, j'ai des photos, puisque nous en avons échangé un petit peu avec lui. Sachez que, donc voilà, c'est quelqu'un, Athénodoros, qui était membre du forum, qui présente des petits stands, qui présente des dessins, qui présente un univers aussi avec des textes, qui présente un univers assez riche, varié, visuel ou autre, en tout cas de créatif, on va dire, qui est présent en convention dans tout l'est de la France. C'est pour moi très important qu'on montre son travail, parce que voilà, un diorameur qui, ou en tout cas un fan qui présente son travail en convention auprès d'un public, ça n'est jamais anodin, c'est pas si facile que ça. Donc c'est important pour moi d'en parler, et donc en plus il a fait un petit socle One Piece où je trouve qu'il a pas mal progressé, et j'espère qu'un jour il vous remontera en convention un diorama qu'il avait fait pour le Hobbit, que je trouvais assez superbe. Et donc voilà, c'est quelqu'un que vous pouvez suivre sur Facebook. Je vous le rappelle, c'est un groupe fermé, donc vous devez demander à pouvoir rejoindre son groupe, et il a également un site que vous avez eu en bas de l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre son travail, et si vous êtes dans l'est de la France, allez le voir en convention. C'est pas les endroits où il y a beaucoup de conventions et beaucoup de diorameurs, en tout cas qui exposent. Lui, il le fait, donc profitez-en. On enchaîne ce petit point convention avec la Plain Lake de Sokatz, où les amis de ma déesse, avec le monde surtout de Sepseya et Saiyan Pool Diorama, avaient exposé des décors. Peu de nouveautés, je pense qu'ils se réservent notamment pour la Médinasia, enfin je pense, je le sais même. Ils ont gardé certains éléments pour la Médinasia, mais voilà, Sokatz en Gironde, petite ville, et il y a encore une petite convention, spécialisée certes sur Playmobil, mais il y avait quand même un stand. Là c'est pareil que pour la convention précédente, ces stands sont présents en province, dans des petites villes, là où on n'a pas forcément l'habitude de voir des dioramas, et c'est super important. Donc un grand bravo à tous ceux qui prennent ces initiatives, qui prennent de leur temps pour le faire et qui se confrontent à un public, qui se confronte à des fans. C'est loin d'être anodin, c'est une vraie démarche intéressante, donc félicitations à eux. Par rapport au décor, on a pu voir notamment le Robocop de Saiyan Pool, son travail habituel sur Senseiya, ainsi que le dernier Spider-Man qui avait été fait par Saiyan Pool Diorama. Donc voilà, les choses habituelles qu'on a pu voir sur les pages, mais au moins c'est présenté au public. Donc bravo à tous, et continuez comme ça. Vous nous faites tous vraiment plaisir à pouvoir présenter du diorama dans des petites conventions comme ça.
Le point bibliothèque du mois, on va continuer sur ce que je vous ai montré l'année dernière. Non, le mois dernier, ça suffira. Donc le mois dernier, je vous présentais le tome 4 de l'encyclopédie du modélisme. Et bien là, on attaque avec le tome 6. Je vous en avais parlé, le voilà. C'est donc la suite de cette encyclopédie aux éditions Histoire et Collection. Le tome 6 est spécialisé sur les dioramas. Toujours une excellente édition, magnifiquement illustrée, avec un excellent tirage, au prix de 35 €. La dernière fois, il restait un exemplaire sur Amazon, donc ceux qui veulent y aller, allez-y, feu. Donc voilà, comme vous pouvez le voir avec les images, c'est un livre toujours aussi bien fait, aussi bien expliqué, avec beaucoup de photos, beaucoup de détails, qui là va présenter des dioramas un petit peu plus complets que ce qu'on a vu sur le tome 4, et qui va aller sur des présentations, sur des scènes un petit peu plus grosses. Est-ce que c'est un livre indispensable? Oui et non. Je vous dirais que oui, notamment si vous n'avez pas le premier tome, le tome 4, que je vous ai présenté le mois dernier. Si vous tombez dessus, prenez-le, vous découvrirez franchement des choses. Si vous avez le tome 4, il y a beaucoup de redites. Il faut être honnête, il y a beaucoup de redites par rapport à tout ça. Maintenant, ça permet toujours d'avoir des visuels différents, donc d'avoir des idées. Ça permet de revoir, éventuellement expliquer un peu différemment certaines techniques. On parle également de figurines, de peinture, voilà, d'objets, etc. Donc là, il y a une vraie idée dans la composition, dans la mise en espace qui est un petit peu plus poussée par rapport au tome 4. Et c'est un livre donc que je pourrais recommander vraiment en complément pour ceux qui ont le premier tome, ou alors de l'acheter pour ceux qui n'ont pas le tome 4. Un livre extrêmement riche, toujours aussi bien détaillé, illustré, avec des photos à tomber et voilà, des explications. L'Histoire et Collection est un éditeur extrêmement au point à ce niveau-là, donc vous pouvez leur faire confiance. Et puis si vous avez l'occasion de le trouver, que ce soit en boutique ou alors en brocante, feuilletez-le et je suis certain que vous ne passerez pas à côté. Le diorama du mois nous emmènera du côté de Senseiya avec une petite surprise, puisqu'il n'y aura pas un diorama du mois, mais 2 dioramas du mois. Les deux sont du Senseiya, les deux sont autour d'Asgard, et en fait, j'ai tout simplement pas réussi à les départager pour en élire un. Je trouve qu'ils ont en plus un point commun, donc on va en parler. Le premier diorama va concerner celui de Anthony Saga, qui a sa page, la collègue d'Anthony Saga. Et ce décor est juste superbe, extrêmement bien pensé, extrêmement abouti. Et il méritait, à mon sens, d'être présenté ici ce mois-ci. L'idée, tout d'abord, c'est que je trouve que c'est un diorama de collectionneur. C'est pas un diorama d'un diorameur qui est là pour en foutre plein la vue. Il est là pour mettre en valeur des figurines. Tout est fait par rapport à la figurine et au final, ça crée un ensemble juste magique. Au niveau de la mise en espace, on voit clairement que la mise en espace a été pensée. Il y a plusieurs plans au niveau de la hauteur et également des côtés sur la gauche, des côtés sur la droite, ce qui fait que le regard va vraiment partout sur le plan du décor et nous permet donc d'avoir un déplacé de l'œil vraiment intéressant. Ensuite, au niveau de la sculpture, c'est très travaillé avec beaucoup de techniques différentes. Si on regarde, il y a cette partie sculptée en polystyrène, très propre, impeccable, que ce soit le dallage, certaines briques pour faire des piliers, les autres piliers qui sont là de façon plus lisse, qui va apporter de la texture, et il y a cette partie rocheuse, extrêmement bien travaillé. Le whip est très intéressant pour pouvoir voir comment il a fait. Il y a vraiment de la texture qui se dégage de tout ça et c'est vraiment superbe. Ensuite, on continue avec la peinture. La peinture, il a réussi à créer un vrai jeu de nuances typiquement asgardien et qui reprend parfaitement la série et qui va donner énormément de contraste à son décor, donc énormément de vie. Que ce soit le dallage, on va dire, ou certains piliers avec ce côté gris assez foncé, très nordique, assez froid, qui va se compléter parfaitement avec la texture de la neige et donc créer un énorme contraste. Vous avez également ces briques rouges typiques d'Asgard dans Senseiya qui rajoutent du contraste et la partie rocheuse un peu plus marron. Et résultat, vous avez toutes ces nuances-là qui sont vraiment bien choisis, qui permettent de mettre en valeur les figurines et qui donc en font un décor juste parfaitement réussi. Donc un très grand bravo à Anthony. Je sais qu'il fait souvent des petits dioramas comme ça. Suivez-le
outre les positions qu'il fait pour ses figurines qui sont juste magnifiques, il fait quelques dioramas qui sont vraiment sympas et j'aime beaucoup son approche où on sent presque plus l'approche du collectionneur que du diorameur, et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'au final, avec cette approche-là, eh ben, il fait des dioramas qui sont juste superbes. Deuxième diorama du mois, donc, puisque je n'ai pas réussi à les départager, toujours de l'Asgard, mais cette fois du Soul of Gold. Ça y est, je pense que certains ont trouvé, je vais parler d'un travail de Matt Big Head, si ma mémoire est bonne. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a décidé d'adapter le screen d'un château d'Asgard de la série Soul of Gold. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'adapter un screen, on pourrait penser que c'est facile, il y a tout dans le screen, il y a les proportions, il y a les matériaux, bref, on peut voir tout. Et bien c'est loin d'être si facile que ça. Croyez-moi, c'est loin d'être facile, ça demande un vrai travail de précision, et je trouve que Matt s'en est sorti à merveille. Quand on prend le screen de base, quand on prend son diorama, eh ben, il y a tout, les proportions sont respectées, et ça, c'est pas si facile que ça. Il y a un travail de sculpture qui est superbe, avec du bric-à-bric. Toute la partie arrondie de la tour est loin d'être facile à réaliser. Vous avez cette partie texture aussi des matériaux, puisque vous avez une partie brique et une partie en bois juste en dessous. Donc voilà, vous avez ce rendu assez froid, qui colle bien à l'environnement, et qui est vraiment réussi. Vous avez l'arbre qui est fait également. Bref, un décor qui a demandé de la technique, qui a demandé du temps, qui a demandé de la maîtrise, et tout est réuni. Les figurines sont mises en valeur, et franchement, on est parfaitement dans l'idée de Soul of Gold. Alors certes, moi je connais pas forcément la série, je connaissais un petit peu quelques images, j'ai vu le décor, j'ai tout de suite compris. Donc ça veut dire forcément que la mission est réussie. Donc là aussi, je trouve que c'est un décor fait par un collectionneur, entre guillemets, qui veut mettre en avant quelque chose qui lui a plu. Et c'est ça qui m'a vraiment plu moi aussi par rapport à ces décors, c'est qu'on est dans des démarches, non pas du diorameur qui va foutre de la poudre aux yeux à tout le monde en montrant qu'il a de la technique, non, il y a un vrai but précis par rapport à ça, il y a une vraie volonté de mise en valeur de figurines, la volonté de recréer une scène, et ça a marché parfaitement. Donc bravo à ces deux diorameurs, ça fait plaisir de voir des gens qui sortent un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement et qui sont aussi talentueux et qui travaillent avec autant de qualité. Donc un grand bravo, suivez-les, ils le méritent. L'astuce du mois va consister en fait à vieillir du papier. L'idée, c'est de faire une sorte de parchemin, de lettres usagées, enfin bref, vous voyez tout ce que je veux dire. Tout d'abord, c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement. Vous allez sur Google Images, vous imprimez du papier parchemin, vous imprimez le papier que vous voulez. Si c'est dans One Piece, du Wanted en couleur, des cartes, etc., vous pouvez le faire. Maintenant, pour certaines fois, il peut être intéressant d'avoir des textures un petit peu plus différentes et notamment d'utiliser pour ça certaines choses que la cuisine va vous donner. On l'a vu notamment dans le décor du SAD Room qu'avait fait Pegasus Notchuck du Krusty Krew. C'est quelqu'un qui avait utilisé du marc de café. Alors il y a deux techniques, il y a soit celle du sachet de thé dont on va parler et celle du marc de café dont on va parler aussi, je vous rassure. Comme indiqué tout à l'heure, on va donc voir ici comment on peut essayer de faire des papiers de façon un petit peu parchemin ou des papiers vieillis avec une chose très simple. L'idée, ça va être d'imprimer votre modèle. Donc là j'ai imprimé, comme vous pouvez le voir, quelques Wanted de One Piece, le format importe peu. Et l'idée va être d'avoir pris un sachet de thé avec un petit peu d'eau, pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Pour le thé, vous voyez, avec votre mère, votre femme, votre compagne, votre copain, ou vous-même, enfin bref, ce que vous voulez. La marque importe peu. Sachez qu'un premier prix suffira largement. Donc voilà, l'idée, ça va être tout d'abord de préparer sa surface de travail, parce que vous allez quand même mettre de l'eau. Donc, on met un petit peu, hop, de sopalin, pour éviter de fracasser complètement la surface qui va être traitée. Hop, voilà. On essaye quand même de faire ça proprement. Allez, on va le mettre dans votre sens, histoire que ça soit un petit peu plus facile. Hop, et donc, avec votre sachet de thé, vous allez, hop, un petit peu essuyer, et surtout, hop, on commence à badigeonner. Alors, faites très attention, quand vous le faites, pensez surtout à imprimer et à laisser sécher votre impression. C'est très très important. Donc voilà, hop, hop. Selon la façon dont votre sachet va être imprimé, on peut voir tout de suite que ça va faire des choses. Donc l'idée, hop, après, éventuellement vous pouvez
effacer ça. Ça donne ça. On voit pas forcément très bien à la caméra, on va voir un petit peu le temps que ça sèche. Autre technique pour essayer de vieillir du papier, on va utiliser du marc de café. Certains l'utilisent, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Tezo Diorama pour son tonton, c'est très intéressant parce que ça donne aussi de la texture et une teinte assez intéressante. Et donc on va essayer de ça avec du papier. Donc l'idée là c'est que je vais prendre un pinceau brosse. Voilà, je vais imbiber un petit peu le pinceau avec le marc de café et on va essayer tout simplement de passer ceci comme ça là. Hop. Donc là c'est du marc de café qui a été un petit peu sec, qui a un peu séché, donc ça permet quand même de teinter les choses. C'est intéressant. Hop, on le fait un dernier sur baggy pour vous montrer bien ce que ça va donner. Hop, on récupère quand même tout puisqu'il n'y a pas de raison. Hop, et quand on regarde, on voit déjà qu'avec quelque chose de sec, il y a quand même une première différence qui s'est faite. Il y a vraiment des choses intéressantes. Donc ça c'est quelque chose qui peut vous servir au départ pour pouvoir vieillir certains éléments. Là je l'ai fait avec du papier, mais c'est vrai que quand on commence, on y réfléchit un peu, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut vieillir avec ça, donc du balsa, éventuellement certains matériaux, donc n'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Donc ça y est, les tests ont séché. La partie haute que vous pouvez voir ici, donc vous avez ici la partie qui n'a été juste imprimée, ici les sachets de thé, ici le marc de café. Alors franchement il y a un rendu différent, c'est assez intéressant. On peut voir ici donc avec les sachets de thé qu'il y a un effet un peu jauni. Si en plus l'encre de l'imprimante n'a pas bien séché, il y a des petits débordements etc qui peuvent faire quelque chose de un peu bleu, un peu vert, ça peut être intéressant. Donc voilà, ça c'est une technique pour vieillir du papier, faire éventuellement du papier de parchemin etc. Là j'ai juste appliqué un seul thé. Vous pouvez, si vous le faites infuser un petit peu plus longtemps, avoir éventuellement des taches un peu plus marron. Donc ça c'est intéressant. Au niveau du marc de café, vous avez donc ici quelque chose qui est quand même bien plus foncé, un petit peu plus vieilli. J'espère que la mise au point va se faire correctement. Hop. Non, la mise au point se fait pas bien, donc ça c'est mon appareil qui déconne, mais c'est pas bien grave. Enfin bref, vous pouvez voir quand même ici qu'il y a une vraie différence. On sent qu'il y a un côté un petit peu plus poussiéreux, etc. Donc là vraiment voilà. Donc sachez qu'avec des petites astuces comme ça, vous avez un rendu assez organique que vous pouvez donner, qui va changer ce que vous allez pouvoir faire par impression. Ça va vous permettre de rajouter donc de la texture et de la vie, et donc de rajouter du détail et tout ce qui est vraisemblable dans un décor. Voilà, j'espère que cette astuce vous a plu, et puis au mois prochain pour la prochaine. L'initiative du mois va nous emmener du côté de l'Italie avec la page Art of Meat. Le mois dernier, j'ai beaucoup hésité à mettre sa cathédrale oubliée en décor du mois, en diorama du mois. Forcément, avec Kyo, c'était compliqué de faire un choix. J'avais fait celui de Kyo, mais Art of Meat mérite quand même vraiment qu'on s'y attarde. Déjà, ce n'est pas qu'un simple diorameur. C'est quelqu'un qui va faire du custom, de la recolo de figurines et qui a une vraie créativité vis-à-vis de ça. En termes de recolo, par exemple, il a réadapté une des premières illustrations, une des premières recherches qui avait été faite sur la série télé Senseiya, l'anime. Et donc voilà, c'est vraiment, il a repris carrément des Miss Close, des vintage. Il travaille un petit peu sur tout. C'est lui qui fait ses OCE. Il fait même des OCE sur les bronzes secondaires qui, malgré tout, la haine qu'ils peuvent générer, sont des personnages auxquels je tiens particulièrement. Et il fait également pas mal de décors. En ce moment, on sait qu'il est en train de faire un décor Asgard avec une tête d'Odin qui est assez gigantesque avec une partie du casque et tout. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui va au bout des choses, qui présente des choses qu'on ne voit pas forcément souvent dans le monde de Senseiya. Donc c'est pour ça, c'est super intéressant que vous alliez voir sa page, que vous le suiviez, que vous soyez fan de décor ou pas d'ailleurs, puisqu'il, je vous dis, il fait également des recolos, il fait toute la partie custom. Alors pour ses customs, il travaille avec des ordinateurs. Pour sa partie recolo, il fait des armures d'un côté couleur anime, de l'autre couleur OCE. Il y a vraiment un travail intéressant à ce niveau-là, et il a en technique, il maîtrise vraiment bien. Il travaille avec certains
certains diorameurs également italiens. Donc l'Italie montre encore une fois que c'est une terre de fans extrêmement créatifs, extrêmement productive. Donc allez les voir, ils sont vraiment balèzes et c'est super important. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Comme je vous le disais, elle était un petit peu dense, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, pouce bleu, pouce rouge, enfin faites ce que vous avez envie, c'est pas bien le plus important. Le plus important, c'est que ce week-end a lieu la Mezzinasia avec les amis de ma déesse, attention effet spécial. Donc voilà, surtout allez les voir, ils sont présents là-bas, il y aura beaucoup de décors. Vous aurez également le stand de Nathan Sayaman autour de Dragon Ball qui s'annonce assez monstrueux avec beaucoup de décors. J'espère qu'ils seront tous à la hauteur. Il y aura également d'Ercolo, enfin bref, il y aura énormément de choses. Si tout va bien, je serai dans les allées à me balader avec mon pote Grand Steak que je salue. Et donc n'hésitez pas à venir me voir, on échangera sur les dioramas, ça sera avec un grand plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain. Normalement, j'essaierai également d'aller à la convention de Lyon, où si je me trompe pas, le Krusty Crew sera présent. Donc je crois que c'est la Arrow Lyon ou Arrow Festival, quelque chose comme ça, qui a lieu aux alentours du 7 et 9 avril, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc si possible et si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous connaissez l'adage maintenant, vous coupez pas les doigts, c'est très pratique pour faire du diorama. Salut!